J'étais effectivement un de ceux qui ont travaillé, qui ont essayé de travailler en écoutant tout ce qui a été dit. Je pourrais dire que les intervenants étaient très clairs et que personne n'a dormi et que donc le besoin de synthèse n'est pas avéré. Et m'arrêter là. Mais je vais quand même pointer un certain nombre de constantes, essayer de structurer, essayer de structurer un petit peu ce qui a été dit, ce qui n'est pas très facile quand il s'agit d'études de cas, et puis me permettre une petite mise en prospective personnelle en guise de conclusion. Alors ce matin, on a parlé des enjeux sanitaires et cet après-midi, José Cambou et Bernard Nicolini nous ont rappelé effectivement aussi bien la création d'Airfobep que l'importance des enjeux sanitaires. On nous a aussi mis à l'épreuve en quelque sorte ce matin à travers l'intervenant de l'État qui nous a dit effectivement depuis 5 ans, maintenant l'État arrive à fusionner deux problématiques, l'air et la santé de l'autre, le climat et l'énergie de l'un et le climat et l'énergie de l'autre côté. C'est vrai que quand on lutte contre la pollution de l'air, à 90%, on lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et réciproquement. Mais pour autant, il a fallu attendre les années 2010 pour qu'on décide que les deux problématiques devaient être mises en synergie et traitées de la même façon. Bon, on peut penser que les collectivités territoriales se retrouvent depuis plus longtemps dans une démarche beaucoup plus globale face à ces problématiques. Alors c'est vrai qu'on a encore devant l'urgence d'agir un certain nombre de démarches sectorielles. Et on a entendu cet après-midi la question du Val d'Aoste avec Manuela Zublena qui nous a expliqué comment elle prenait des mesures radicales pour lutter contre la pollution des automobiles, on a des véhicules en Val d'Aoste. Et Magali Devez, de la même façon, nous explique comment le grand port maritime de Marseille s'attaque à la problématique de la pollution des bateaux. Mais c'est vrai que quand on a des approches sectorielles, on a des risques de report. Ça a été dit effectivement tout à l'heure par Bernard Nicolini qui a interpellé Eman Zuleyman en disant mais est-ce que le port, en le mettant ailleurs, vous n'allez pas simplement reporter les pollutions? On pourrait poser la même question effectivement à Venise, mais on aurait certainement les mêmes réponses parce qu'effectivement on ne fait pas ces transferts portuaires mutatis mutandis et au contraire on améliore la situation à chaque fois. Mais c'est vrai qu'on a toujours la question de se dire tiens, quand on fait du tout électrique aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelles vont être est-ce que les énergies primaires qu'on utilisera seront aussi propres qu'on l'imagine, puisque quand on voit certaines grandes villes chinoises, eh bien, on est étonné de voir leur partie moderne tout à fait connectée, électrifiée, avec énormément de véhicules électriques, aussi bien collectifs que particuliers. Et pour autant, on sait d'où vient leur électricité. Et on sait qu'effectivement, ce n'est qu'une étape et qu'il faut poursuivre. Mais un jour, sans doute, en Chine, on basculera peut-être très rapidement du charbon vers des formes d'énergie renouvelable et leurs villes, justement, seront prêtes. Mais effectivement, je crois qu'on a fait, à travers les exemples qu'on a vus, un plaidoyer sur cette approche globale, aussi bien avec Eman Zuleyman qui nous expliquait qu'on se retrouvait à Aqaba dans un plan d'ensemble, prenant en compte le tourisme, prenant en compte la mesure de la qualité de l'air, des réserves marines aussi, il n'y en a pas parlé. Et on se retrouve aussi de la même façon à Venise, on est dans des planifications globales, aussi bien qu'à Montpellier. Le signe que j'ai vu très important, c'est que ces approches globales sont des approches à la fois locales et des approches participatives. Alors je crois que c'est important de le souligner, de renvoyer en quelque sorte aux représentants de l'État qui ne demandaient d'ailleurs qu'à pouvoir avoir des témoignages des collectivités en ce sens, que de renvoyer cette conviction que si on adopte une vision, je dirais le terme, le jargon, un peu le jargon, la vision systémique, donc globale, transversale, interdisciplinaire, d'abord on est forcément local,
parce qu'effectivement, mener des approches systémiques à des échelons supérieurs, c'est trop complexe. Et puis, on est forcément participatif parce qu'on s'intéresse à tous les problèmes. Et cette notion de participation, qui a été soulignée par Manuel Azublena, par Anne Fromage-Mariette, met en scène le rôle des agences de surveillance et de la qualité de l'air, qui sont assez novatrices à cet égard. Et cette approche participative et globale, on le voit, on l'a commencé à le percevoir à travers certains enjeux, répond naturellement à plein d'enjeux. Quand on sort du sectoriel, effectivement, Isabelle Gianel l'a souligné à travers sa planification urbaine, à travers l'intermodalité, quand on finalement tout tombe juste quand on s'intéresse à la fois à la qualité de vie, à la santé, à l'attractivité, à l'économie, aussi bien l'économie au niveau macro que l'économie individuelle, les économies de voitures, de budget, comme on l'a dit. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que c'est un peu une révolution de la pensée, parce que ça veut dire que quand on entreprend des démarches participatives, et l'imam Homsi à Tripoli engage aussi ce type de processus, puisqu'en commençant à mesurer, à sensibiliser la qualité de l'air, à sensibiliser la population, en s'engageant dans le programme de gouvernance, en ayant aussi, on n'en a pas parlé, un projet de bureau de développement local qui serait une sorte de bureau transverse de l'action publique de la ville de Tripoli. On se retrouve, on voit que tout tombe juste et que cette sobriété que nous recherchons, associée au renforcement du lien social, eh bien, ça vient peut-être naturellement et peut-être plus naturellement qu'avec des politiques d'État qui vont nous enjoindre de respecter le 3x20. Et pour terminer, pour respecter dans les 10 minutes, effectivement, je dirais que la réflexion que nous conduisons à Marseille avec un certain nombre de villes de Méditerranée sur les écoquartiers créatifs satisplaira certainement à José Cambou, puisqu'effectivement, on se dit que les choses vont changer. Les choses vont sans doute changer énormément, et je ferai un petit clin d'œil à l'aune de la lecture et de l'écoute de Jérémy Rifkin, en me demandant « et si c'était vrai ?» Et si c'était vrai qu'il faut que le modèle sur lequel on est en train de travailler, ce modèle sur lequel on essaye d'appliquer une analyse systémique, une vision globale et participative, et si ce modèle était d'ores et déjà dépassé, bientôt dépassé, et qu'il fallait réfléchir, passer la vitesse supérieure pour réfléchir à des choses qui vont être complètement différentes dans l'avenir, en se posant les questions des modes de déplacement de demain qui seront induits par les besoins de déplacement de demain, qui seront induits eux-mêmes par les modes de vie de demain, notamment à l'aune de l'informatisation, du numérique, de la dématérialisation, modes de production industrielle qui seront aussi engendrés par des besoins de consommation différents liés à ces mêmes modes de vie. Ces modes de vie auxquels les collectivités s'intéressent, parce qu'effectivement, l'attractivité, je reste complètement dans le sujet, l'attractivité est à la clé de la capacité de des villes, à tirer le meilleur parti de tout ce de toutes les technologies qui viennent et qui interpellent fortement les décideurs, parce que quand on voit proximité, circuit court, préférence locale, réindustrialisation, l'économie circulaire, l'économie de fonctionnalité, la dématérialisation, le besoin d'économie résidentielle, on voit des tas de choses qui ne se transportent pas, qui n'ont pas besoin de transport. Et donc, on peut imaginer effectivement qu'on ait, au-delà des approches un peu curatives que nous avons vues aujourd'hui, des approches radicalement préventives qui se présentent naturellement sous réserve qu'on puisse les stimuler et les encadrer. Et je citerai juste un exemple en termes de mode de vie, de télétravail, par exemple, et de transport en commun. Un petit calcul que j'ai fait hier pour parler du covoiturage et de l'intermodalité qui a été signalée par Isabelle Gianel et d'autres personnes. Si sur la ligne principale desservie par les transports en commun de Marseille, sur le tronçon, pour ceux qui ne connaissent pas, du Prado à Castellane,
si on se disait, on arrive à faire du covoiturage sur la ville, donc on se projette 20 ans en avance, non pas 20 ans en avance, on va dire 2, 3, 4 ans, avec un covoiturage qui puisse être généralisé avec les nouvelles technologies, avec les technologies informatiques. Si on arrivait à avoir 20% de covoiturage, c'est-à-dire que 20% des automobilistes descendent de leur voiture, laissent leur voiture et montent dans les voitures des autres. Eh bien, il y aurait encore une capacité telle dans les voitures qui circulent en heure de pointe à Marseille qu'on pourrait accueillir la totalité des transports, des gens transportés par le métro et les 2 lignes de bus qui desservent le même secteur. Alors ça fait réfléchir, ça veut surtout pas dire qu'il faut supprimer les transports en commun, mais ça veut dire qu'on a, par exemple, là, un fabuleux moyen complémentaire de transport collectif qui va forcément être mobilisé dans les années qui viennent et qui peut favoriser la qualité de l'air, bien entendu, de manière considérable. Imaginez 20% de trafic, ne serait-ce que 20% de trafic en moins, et même beaucoup moins, mais qui va qui risque de générer aussi de nouvelles formes urbaines. Et là, les collectivités vont devoir se poser la question, risque de réétalement urbain, parce qu'effectivement, le transport, le coût du transport avec des dispositifs comme ça va diminuer considérablement. Et donc, ceci nous laisse face à un champ de réflexion qui va nécessiter des expérimentations, un fort investissement des collectivités, avec la population et bien entendu dans une perspective méditerranéenne. C'est pour ça que je parlais d'éco-quartiers créatifs méditerranéens. Et donc les échanges en Méditerranée sur ce sujet vont sûrement largement compléter ceux sur la qualité de l'air en les situant dans une vision plus large. Mais je crois que les agences de la qualité de l'air, les agences de surveillance de la qualité de l'air ont ouvert le chemin. Merci infiniment.